problème, c'est qu'on voit rien du tout. Ouais. Merci. Je vais mettre les petites lunettes. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je voudrais traiter aujourd'hui deux sujets. Premièrement, les réformes sociales en préparation et le rôle du MEDEF. Deuxièmement, la question de l'emploi dans les territoires. Je vais commencer par parler des réformes sociales en cours et du rôle du MEDEF. Concernant le droit du travail, les discussions techniques commencent seulement. Je ne ferai donc aucun commentaire sur des points spécifiques techniques. Je vais donc vous redonner notre cadre de réflexion et d'action. Notre droit du travail, comme vous le savez, je l'ai dit et répété depuis de nombreuses années, est trop complexe, trop lourd, trop anxiogène pour les entrepreneurs et les salariés. Je veux insister là-dessus, la complexité ne protège pas les salariés. Ce qu'on ne comprend pas ne protège pas. Il est en revanche certain que la complexité et la lourdeur du droit du travail sont des repoussoirs pour les chefs d'entreprise nationaux et internationaux, et bien sûr, repoussoirs pour l'attractivité de notre pays. À Davos, l'année dernière, petite anecdote que je crois que je vous ai déjà racontée, j'ai rencontré avec le précédent Premier ministre 15 grands patrons internationaux de premier plan. Tous étaient très positifs sur notre pays, sa créativité, ses ingénieurs, ses infrastructures, son histoire, sa culture, ses compétences scientifiques, techniques, technologiques, mais tous insistaient sur le premier épouvantail de la France que représentait pour eux notre droit du travail. La réforme du droit du travail est donc urgente, impérative, primordiale. Je salue la volonté affichée par le gouvernement qui souhaite s'y attaquer rapidement. Après, faut-il ou non des ordonnances, peu nous importe. Je suis frappé par la densité des débats sur ce sujet depuis plus de 3 ans. Nous avons eu la négociation sur la modernisation du dialogue social. Nous avons eu le rapport Combrexel. Nous avons eu la mission Lyon-Camp-Badinter. Nous avons eu la loi Macron. Nous avons eu la loi El Khomri. Puis la campagne électorale. Il est donc totalement faux de dire qu'il n'y a pas eu de débat. Les choses sont sur la table et je trouve donc positif que le gouvernement veuille avancer vite. Et il faut agir maintenant. Notre souci, c'est d'abord d'imaginer un système qui permette un dialogue réel dans l'entreprise. Un dialogue réel, cela veut dire une capacité de s'organiser, donc de prendre des décisions simplement, que ce soit dans les TPE, les PME, les ETI ou les grands groupes. Cela doit être le sens de la réforme du droit du travail. S'organiser au niveau de l'entreprise, en débattre avec nos salariés. Je veux également rappeler que les réformes à venir ne se feront pas contre les salariés, bien évidemment, mais avec eux. Car on a besoin à la fois de flexibilité d'une part et d'employabilité d'autre part. Le modèle danois nous a montré la voie avec sa flexi-sécurité qui, depuis une quinzaine d'années, a été mis en œuvre avec les résultats que nous connaissons, puisque vous savez que le Danemark doit avoir un niveau de chômage, je crois, autour de 4 à 5%, entre 4 et 6%. Laisser la possibilité aux entreprises de s'adapter dans un monde de mutation, d'accélération des mutations, de révolution numérique qui bouleverse tout, où il y a besoin d'agilité, de flexibilité, de rapidité, d'un côté, et de l'autre, faire tout pour former nos collaborateurs, nos salariés, le plus possible à ces mutations, que ce soit à l'intérieur de l'entreprise ou lorsqu'il y a licenciement, départ de l'entreprise, pour retrouver un emploi le plus rapidement possible. Voilà la philosophie qu'il faudrait mettre en œuvre en France. C'est pourquoi je trouve intéressant que le gouvernement ait annoncé vouloir travailler sur le droit du travail dès cet été, puis sur la formation professionnelle et l'apprentissage à l'automne. Ces sujets vont en fait ensemble et sont totalement interconnectés. Je rappellerai qu'il faut aller vite et fort sur ces réformes, car la France va mal sur le plan économique, vous le savez tous. Nous sommes quand même le dernier de la classe en Europe sur la plupart des critères. Sur le chômage, sur une très faible croissance,
sur le déficit, sur la dette. Je crois que sur ces sujets-là, il me paraît important qu'on n'hésite pas sur les besoins de réformer le pays et ses besoins de le faire rapidement. Sur les réformes sociales, nous attendons donc de voir, mais plus largement, nous nous sommes demandé quelle position le MEDEF allait défendre. Face à une situation politique nouvelle, quel sera le rôle du MEDEF dans les mois et les années qui viennent? Je veux redire que nous ne serons ni un opposant systématique, ni un partisan aveugle. Le MEDEF sera un acteur exigeant et vigilant. Je pense que nous aurons deux types d'actions importantes. Premièrement, un rôle de proposition et d'aiguillon pour les réformes. Deuxièmement, un rôle d'accompagnement et de mobilisation pour que les entreprises se saisissent de ces réformes une fois votées. Alors, pour prendre mon rôle d'aiguillon du nouveau gouvernement, je veux redire que ce qui a été annoncé sur la pénibilité et le prélèvement à la source ne nous convient pas. Dans les deux cas, le gouvernement a choisi de repousser le problème, mais reculer le mur ne le supprime pas. Sur la pénibilité comme sur le prélèvement à la source, le gouvernement ne rassure pas les entrepreneurs qui ont besoin de lisibilité et de sécurité juridique. Encore une fois, je veux redire que ce n'est pas de la mauvaise volonté de la part des entreprises, mais le dispositif pénibilité imaginé est une usine à gaz impraticable et anxiogène. Et concernant le prélèvement à la source, on veut faire jouer aux entreprises le rôle de percepteurs d'impôts, alors que d'autres solutions simples existent pour approcher le prélèvement de la déclaration, sans passer par les entreprises. Je rappelle le rôle fondamental d'une entreprise. Il y en a 3 missions. C'est créer, c'est fabriquer et c'est vendre. Alors ensuite, en effet, c'est motiver, c'est manager, c'est gérer le cash, c'est exporter, c'est investir. Mais ce n'est pas percevoir l'impôt. D'ailleurs, dans certains pays, ils l'ont mis en place et ils rémunèrent les entreprises pour ce service, je le rappelle. Pour illustrer notre rôle d'accompagnement, je veux rappeler toutes les actions concrètes que nous développons sur le terrain et qui sont des actions positives. On parle parfois que le MEDEF est un pleurnicheur sur l'éternelle baisse des charges demandées, qui est fondamentalement nécessaire, bien évidemment, mais nous sommes beaucoup à l'action, nous sommes beaucoup sur des propositions, sur des actions très concrètes sur le terrain. Je voudrais les relister rapidement. Sur l'apprentissage et les métiers, notre présence pour la 3e année sur le Tour de France cycliste, autour de notre programme Beau Travail. Toutes les filières que nous mettons à l'honneur préparent à des métiers magnifiques, qui recrutent et qui fournissent des emplois très demandés. J'espère d'ailleurs vous retrouver sur différentes étapes du Tour de France pour mettre en avant les vélos préparés par les CFA de toute la France. Il y aura là encore une compétition de fabrication et de conception et de fabrication de ces vélos présentés au grand public à l'occasion des étapes de départ et d'arrivée. Dans le même ordre d'idée, nous allons continuer de soutenir très fortement World Skills, vous savez, qui sont ces Olympiades des métiers au niveau européen et au niveau international. Et nous soutiendrons l'équipe de France qui se rendra à Abu Dhabi pour la finale mondiale en octobre 2017. Il est fondamental que cette compétition trouve un écho très fort vis-à-vis de nos jeunes, des familles, car là encore, ce sont des métiers superbes qui permettent à des jeunes de s'épanouir. Enfin, toujours sur l'apprentissage et les métiers, nous finalisons une étude très importante sur l'évolution des métiers à l'ère du numérique. Ces métiers vont évoluer, bien évidemment. Il faut anticiper ces évolutions. Certains métiers vont peut-être disparaître, d'autres vont se créer. Beaucoup vont évoluer. Et je crois que cette évolution doit être analysée, étudiée. Et nous préparons divers outils pour la rentrée afin d'accompagner les entreprises et les salariés dans cette transition. Nous aurons l'occasion d'en reparler rapidement. Sur les questions de l'entrepreneuriat, nous déployons depuis 4 ans le programme des Déterminés que vous connaissez et nous venons de tester les Clés pour entreprendre, qui est un programme de sensibilisation et d'accompagnement à la création d'entreprises que nous avons réalisé simultanément la semaine dernière dans 6 villes françaises. Sur les questions liées à l'internationalisation des entreprises, qui est un sujet majeur, vous le savez tous, et je vois Jean-Claude Vollot, mon ami, qui est un fervent défenseur et promoteur de la globalisation de nos entreprises, l'internationalisation est le moyen le plus rapide pour la France de retrouver des points de croissance. Le numérique, en effet, c'est fondamental, c'est bien, c'est risqué, mais ça prend du temps. L'innovation, c'est fondamental, ça prend du temps. La mondialisation de notre économie, c'est aujourd'hui. Ça peut se faire rapidement. C'est exporter vers l'Europe, vers l'Afrique,
vers l'Amérique, vers les Amériques, vers l'Asie. Donc nous avions mis en place un certain nombre d'actions concrètes, le projet Stratexio, qui permet en effet de détecter, d'aider des entreprises, les plus petites notamment, qui ont les atouts pour exporter, de les accompagner pour qu'ils exportent vraiment avec partenariat avec des chambres de commerce et quelques régions. Nous avons bien sûr beaucoup d'associations avec les MEDEF internationales pour accompagner, pour emmener des TPE, des PME en délégation vers l'export. Vous le savez, je fais environ une délégation par mois. Nous avons été plusieurs fois en Afrique, nous avons été plusieurs fois aux États-Unis, plusieurs fois en Asie. C'est important que nous accompagnions et nous aidons nos TPE, nos PME à trouver les chemins de l'exportation. Sur les questions du numérique maintenant, je pense à l'université du numérique que nous avons mis en place il y a 2 ans, qui est un vrai succès. Pendant 2 jours, nous ne parlons que de ça. Nous sommes une caisse de résonance pour toutes les compétences, les institutions, les fédérations, les associations qui s'intéressent au numérique et qui s'intéressent à la transition numérique, qui est une priorité des priorités. Car là encore, certains voient beaucoup de risques dans le numérique. Nous voyons beaucoup d'opportunités pour la France, pour nos entreprises, pour la productivité, pour l'attractivité, pour les Français, pour nos collaborateurs. Et puis nous avons mis en place une mission d'ambassadeur du numérique avec Olivier Midière qui a visité un certain nombre de pays pour essayer d'échanger des best practices et faire connaître à ces pays-là tous les atouts de la France et tout ce que nous faisons autour de la révolution digitale. Voilà, je m'arrête là sur la liste des projets, des propositions, des actions. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'autres actions, il y a encore beaucoup d'autres actions concrètes qui visent à donner aux entreprises et aux Français des outils concrets qui leur permettront de se saisir d'opportunités qui couvriront les réformes tant attendues. Je voudrais juste dire qu'en effet, ce que nous poussons, ce sont aussi tous les facteurs de compétitivité hors coût que vous connaissez, qui sont l'innovation, l'excellence opérationnelle, le management, l'innovation managériale, tout ce que nous faisons autour de la montée en gamme, du premium, de l'exportation, de la numérisation, comme vous l'avez vu, de l'entrepreneuriat. Tout ça, c'est ce qu'on pourrait appeler la compétitivité hors coût, c'est notre responsabilité. Pour faire ça, eh bien, nous avons besoin en effet que quelques réformes soient faites, et vous les connaissez dans le champ social et dans le champ fiscal pour dégager nos marges, et ces marges nous permettant d'investir, d'innover, d'exporter, d'embaucher. Mon second point, c'est la question de l'emploi et l'activité dans les territoires. Vous le savez, je l'ai déjà dit, mon obsession, c'est le retour au plein emploi dans notre pays. Mais je dirais que j'ai une deuxième obsession associée à ça, et quand vous voyez les résultats, je dirais, des récentes élections et des débats, avec une France, en effet, qui va mal, une France qui vit dans les bassins dévitalisés, dans les bassins où il y a 20, 30, 40% de chômage. Je pense beaucoup à des villes du nord de la France, de l'est de la France, de souterraines dans la Creuse. Eh bien, je crois que s'il faut à la fois régler les problèmes macroéconomiques de la France pour baisser le chômage, en effet, sur le plan national, mais s'intéresser fondamentalement en parallèle au bassin d'emploi, où là, il faut recréer de l'activité, recréer de l'emploi, recréer de l'espoir. Sinon, en effet, eh bien, nous réglerons qu'une partie du problème, et je crains que ça soit encore compliqué en 2022 à l'occasion des prochaines élections. Donc je crois que nous avons 5 ans aujourd'hui, réellement, pour s'occuper de ces deux problèmes. Baisser le chômage au niveau national et baisser le chômage dans tous ces bassins d'emploi. C'est une question qui me paraît cruciale pour l'équilibre de notre pays. Nous ne pouvons pas oublier nos territoires et nous désintéresser de ce qui se passe dans les villes moyennes et les campagnes. Nous avons ainsi lancé une réflexion avec nos MEDEF territoriaux depuis janvier dernier, et nos fédérations professionnelles, bien sûr, pour fédérer l'ensemble des actions locales que nous pourrions mener pour recréer des dynamiques d'emploi dans l'ensemble de nos territoires. Les travaux sont encore en cours. Nous voyons qu'au-delà des bonnes pratiques que nous pourrions essayer de diffuser, ce sujet est particulièrement complexe. Je veux néanmoins tirer quelques idées encore en débat et qui ne sont pas finalisées. D'abord, la question du numérique et de l'accès à la fois mobile et filaire semble cruciale dans ces territoires. La couverture du territoire en réseau mobile et en fibre doit donc être reposée. Deuxièmement, la question de la fiscalité locale est un facteur important d'attractivité. Là encore, nous savons qu'il faut baisser les taxes et impôts localement, nationalement bien sûr, mais localement. Nous réfléchissons ainsi à la proposition de créer des zones cibles.
qui bénéficieraient d'une fiscalité allégée et d'un processus de péréquation avec les autres. Attention, je parle de zones cibles, car à terme, une fois la baisse des dépenses publiques réalisée, engagée et réalisée, nous parlons de 100 milliards à terme de baisse de dépenses publiques sur tout le territoire, eh bien, il faut que l'ensemble de la fiscalité française s'aligne progressivement sur ces zones cibles qui deviendraient ainsi la normalité. En gros, nous pourrions proposer de faire des zones d'attractivité cibles qui bénéficieraient immédiatement de cette baisse des dépenses publiques et non pas d'attendre 5 ou 10 ans que ça se fasse. Ce qui permettrait de donner une forte attractivité fiscale pour des investisseurs, des entrepreneurs qui viendraient dans ces bassins d'emploi. Une troisième idée, bien sûr, la question du logement et des transports qui sont déterminants. Il nous faudra certainement réinventer des approches pragmatiques et peu coûteuses, car les recettes du passé ne fonctionnent pas. Enfin, la question de l'entrepreneuriat se pose. Comment favoriser l'éclosion de nouvelles initiatives, de nouvelles activités et donner confiance à chacun ? Nous avons déployé notre programme Les Déterminés sur une première promo mixte à Nancy, il y a quelques semaines, entre des jeunes des milieux urbains et des milieux ruraux. Et nous allons voir ce que cela donne. Enfin, il y a bien sûr des réflexions sur les commerces de centre-ville, sur garder nos usines, faire revenir nos usines, en tout cas garder celles qui existent et transformer par la formation, je dirais, les métiers, les compétences, les talents de ces usines. Tous ces sujets-là vont être sur la table. Tous ces sujets-là, nous allons mettre des propositions sur la table. Ce sera des réflexions extrêmement importantes pour nous, et pour le pays, bien sûr. Nous soumettrons ces idées courant septembre. Voici quelques réflexions, quelques pistes qu'il nous faut encore creuser. Je propose que nous puissions en reparler donc après l'été. Mais je vous invite déjà à un premier colloque qu'organise la Fondation Concorde sur ce sujet le 12 juillet prochain. Voilà ce que je voulais vous dire. En conclusion, peut-être, moi je crois qu'en ce moment nous vivons un alignement d'étoiles tout à fait intéressant, puisque l'élection d'Emmanuel Macron a suscité de l'espoir. On le voit dans les dernières élections, un élan d'espoir, un élan d'optimisme, à la fois au niveau national, mais c'est très très vrai au niveau international. La conjoncture devient favorable, il y a un début de croissance, il y a les chiffres de l'emploi qui sont particulièrement pas mauvais, on va dire, sur la France, avec 80 300 emplois créés au premier trimestre 2017, et sur 12 mois, 280 000 emplois créés en France. Et je crois qu'en effet, on a une fenêtre d'opportunité incroyable. On a une conjoncture d'étoiles, un alignement de planètes, plus exactement, tout à fait intéressant et tout à fait favorable, qu'il ne faut surtout pas gâcher. Donc je dirais que c'est maintenant qu'il faut engager les réformes. Ce ne sera pas demain, ce sera trop tard. C'est maintenant, il y a une fenêtre d'opportunité. Et je dirais que le gouvernement a en fait une énorme responsabilité aujourd'hui pour faire réussir la France. Je crois qu'il n'y aura pas d'excuses. Et il faut donc vraiment avancer fortement dans cette conjoncture qui est tout à fait propice et que tout le monde attend. Il y a aujourd'hui un élan de confiance. Cette confiance, il ne faut pas la briser, et je crois qu'elle se solidifiera, elle se consolidera si en effet des réformes sont faites, notamment dans le champ social, qui, comme je vous l'ai expliqué, était le champ, l'épouvantail absolu de la France, reconnu et connu du monde entier, malheureusement. En conclusion, je vous ai aussi annoncé le titre de notre prochaine université d'été qui traitera de tous ces sujets-là. Ce sera les 29 et 30 août sur le campus d'HEC. Le rapport titre « Confiance et croissance, l'avenir, c'est la France ». Voilà, thème enthousiasmant et radicalement tourné vers l'avenir. Je vous remercie de votre attention et je suis maintenant prêt à répondre à toutes vos questions. Merci. Marie Béland. Bonjour, Marie Béland des Échos. J'ai deux questions. La première sur les accords d'entreprise. On connaît votre préférence pour les accords d'entreprise, mais il y a beaucoup de discussions quand même en ce moment sur l'articulation entre accords de branche et accords d'entreprise. Selon vous, quels sont les sujets qui devraient malgré tout rester au niveau de la branche et auxquels on ne pourrait pas déroger? Est-ce qu'il doit y en avoir ou pas? Ou est-ce qu'on peut tout négocier en entreprise? Et ma deuxième question porte sur la pénibilité. Donc ça fait 3 ans qu'on dit que c'est un système compliqué, ça fait 3 ans qu'on cherche des solutions et on n'en a toujours pas. Alors
concrètement, le modèle que propose le précédent gouvernement ne vous convient pas, et on comprend pourquoi, mais qu'est-ce que vous proposez à la place pour tout de même tenir compte des carrières pénibles? Ça, je pense que tout le monde reconnaît qu'il y a effectivement des salariés qui ont des carrières pénibles, qui ont une espérance de vie qui est réduite par rapport au cadre, et puis il faut leur proposer des solutions. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Ce qu'il faut éviter dans ces réformes-là, ou les futures à venir, c'est des usines à gaz, la complexité. Moi, je dis toujours, je le répète, c'est le génie, c'est de simplifier la complexité. C'est le vrai génie. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde de complexité où des experts, je dirais, se développent dans la complexité, trouvent du pouvoir dans la complexité. Moins on comprend et plus le pouvoir est acquis. Tout ça est absolument insupportable. Je suis de formation en télécom. J'aurais pu, pendant une demi-heure, vous parler de télécom, pas maintenant, parce que je sais moins de choses, mais vous pouvez noyer votre interlocuteur et montrer que vous êtes vraiment au-dessus du lot. Donc déjà, je dirais que les solutions qui doivent être adoptées, c'est le smartphone de Steve Jobs de 2007. Il a inventé un truc génial. C'est un monument de simplification. La complexité n'existe pas. Et derrière, donc, je pense, si vous voulez, que le premier principe de ces réformes, elles doivent être simples pour être compréhensibles, pour être applicables. Sinon, c'est pas possible. On ne peut plus continuer de faire gérer la France avec des gens qui vous expliquent toute la journée, qui sont beaucoup plus forts que vous, dans un champ domaine, et vous ne comprenez rien, et il vous faut 3 experts et 3000 heures pour comprendre ce dont il s'agit. Quand vous êtes patron d'une TPE-PME, vous en avez marre. Mais vraiment marre, c'est plus possible. Parce que la complexité, c'est sur les 80 codes, c'est sur l'urbanisme, c'est sur l'environnement, c'est sur la fiscalité, c'est sur le social. Donc je dirais, premier principe, on simplifie tout. Et franchement, c'est ça qui est fondamental. Donc, sur la pénibilité, il faut tout simplifier. C'est inapplicable et ça coûte une fortune. Donc, en effet, la position du MALEF, que j'ai déjà exprimée à plusieurs reprises, c'est que oui, c'est un système qu'il faut mettre en place. Oui, nous sommes d'accord qu'il y a des métiers pénibles. Mais il faut s'en occuper de façon pragmatique. Donc, nous, notre souhait, c'est qu'en effet, on réforme la totalité du dispositif et qu'on le recrée, on le refonde, sans doute à l'occasion, je dirais, des discussions sur la retraite en 2018. En attendant, nous demandons instamment et urgemment au gouvernement d'arrêter le compteur, car aujourd'hui, le compteur tourne. Et aujourd'hui, nous ne savons pas régler ce problème-là. Ce n'est pas que nous ne voulons pas, c'est que nous ne savons pas. Donc voilà, il faut supprimer ce dispositif pour en recréer un autre, adaptable, qui répond à cette équation dont vous parlez. C'est-à-dire, oui, il y a des métiers pénibles, il faut s'en occuper. Oui, il faut que ça soit applicable, notamment par les plus petites entreprises. Donc voilà l'équation, et donc on demande à ce qu'il y ait une annonce le plus vite possible pour dire on arrête le compteur et on va refondre le dispositif. Alors après, votre deuxième question, et après je passerai à la deuxième question sur les branches. Nous, dans ce souci, si vous voulez, d'agilité, vous comprenez bien qu'on est dans un monde d'adaptation et de mutation permanente. Je discute là encore beaucoup avec les chefs d'entreprise, j'étais avec des grands patrons internationaux de boîtes américaines qui me reposaient la question en disant mais moi j'ai le choix de mettre des sièges ou des usines en France, en Angleterre, en Allemagne. En France, c'est trop compliqué. Et je sais que si mes marchés ne vont pas bien, dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, est-ce que j'aurai la capacité de m'adapter? Eh bien, en Angleterre, oui. Définitivement, oui, je peux m'adapter rapidement. Surtout quand on est dans le numérique. En France, c'est beaucoup plus compliqué. C'est trop compliqué. Donc, ce qu'il faut, si vous voulez, c'est donner cette capacité d'adaptation. Et 2 mots magiques, c'est agilité, rapidité, d'adaptation. Donc, le faire au niveau de l'entreprise au maximum au niveau de l'entreprise. Car c'est l'entreprise qui est un cas unique. C'est elle qui a des clients uniques, des hommes et des femmes uniques, des technologies uniques, des expertises uniques. Donc tout ce qu'on peut mettre au niveau de l'entreprise, il faut le mettre au niveau de l'entreprise. Et après, gérer par exception. Donc c'est ce que nous sommes en train de regarder. Bien sûr, il y a le cas, par exemple, de la Fédération du nettoyage, qui en effet ont des conventions de passage de salariés. Vous le savez, lorsque vous perdez une affaire dans une tour de la Défense avec, vous avez 15 salariés, etc., vous avez la possibilité de passer, l'obligation d'ailleurs, de passer vos salariés aux concurrents. Bon, ben ça c'est conventionnel. Eh bien, je crois que ça, sur certains domaines, certaines branches, il me paraît important de garder ces exceptions. Mais il faut traiter par exception. Idem pour les commerces de centre-ville. Vous avez des branches
Le commerce de centre-ville, vous savez que ce sont des petits magasins qui ont 1, 2, 3 personnes maximum, qui ne peuvent pas être staffés pour négocier les 35 heures, la durée du travail, l'organisation, etc. Donc en effet, que la branche ait un rôle crucial, fondamental, me paraît important. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut laisser la possibilité à chacune des entreprises de déroger à cette branche. Lorsque ça n'induit pas de distorsion de concurrence, bien évidemment, qui sont définies par la branche. Voilà ce que je dirais, c'est que c'est à l'entreprise d'avoir le maximum de liberté et traitons par exception sur certaines branches. Alors ensuite, il a été défini 4 domaines du temps de M. Fillon, plus 2 domaines complémentaires au niveau de la branche. Je crois que c'est une bonne base de départ. Vous savez que les 4 domaines des branches aujourd'hui, de tête, vous avez les minima, vous avez la classification, vous avez les problèmes de prévoyance et vous avez les problèmes de formation professionnelle. Bon, on a rajouté depuis 1 an, je crois, le problème de pénibilité et les problèmes d'égalité homme-femme. Tout ça sera peut-être en train d'être rediscuté d'ailleurs dans les discussions de l'été avec le gouvernement. En tout cas, nous, on va revendiquer un maximum de liberté et de souplesse aux entreprises, avec ces exceptions dont j'ai parlé sur certaines branches qui me paraissent normales. Bonjour, Fanny Guinochet, L'Opinion. Excusez-moi, je reviens un peu sur la question de Marie, sur la pénibilité. Oui. Quand vous dites qu'il faut refonder, ça veut dire qu'il faut abandonner les critères. Quelles sont vos propositions à vous? Est-ce qu'il faut s'acheminer vers ce que propose par exemple François Asselin et la CPME sur définir des métiers sur lesquels on fait un suivi particulier? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Parce qu'on imagine bien aujourd'hui que juste supprimer le compte, on voit bien, ça fait 3 ans que vous le demandez. Oui, mais c'est le supprimer pour le refondre. C'est pas le supprimer définitivement, puisque nous sommes bien conscients qu'il y a des métiers pénibles. Donc je reviens sur le fait que nous ne souhaitons pas supprimer le dispositif, la PUT elle-même. Nous souhaitons supprimer ce dispositif qui est inapplicable. Donc soit on prend les 10 critères, on les arrête et on recommence et on recrée autre chose, soit une autre solution, et là encore une fois, ces propositions ne sont pas arrêtées, vous avez le critère chimique qui juste est binaire. Donc là, on peut le supprimer en disant il y a des matériaux ou des métaux dangereux ou des environnements dangereux. Je dirais que ça, c'est pas de la pénibilité, c'est juste des conditions de travail normales qui doivent être définies hors pénibilité. Ça, c'est le premier point. Donc la chimie, c'est extrêmement compliqué. On ne le mettrait pas dans les critères de pénibilité. Deuxième chose, vous avez 3 critères ergonomiques qui sont extrêmement compliqués à mettre en œuvre et à appliquer. C'est, je crois, les vibrations, c'est les postures et c'est les charges lourdes. Voilà. Et ça, si vous voulez, ça c'est extrêmement compliqué de mesurer. Donc nous, ce qu'on souhaiterait, c'est qu'en effet, on les supprime définitivement pour les remplacer peut-être par des visites médicales et un système permettant de vérifier que, en effet, eh bien, on améliore ce dispositif pénibilité pour les personnes concernées par des visites médicales, par de la prévention au maximum, mais pas par ce dispositif ubuesque. Donc voilà 2 pistes, si vous voulez, pour changer, réformer ce dispositif. Oui. Monsieur Gattaz, oui. Olivier Samin, Europe 1. Oui. 2 questions dans le prolongement des 2 précédentes. S'agissant des branches, est-ce que vous êtes sûr que toutes les entreprises se reconnaissent dans ce que vous venez de dire, à savoir le fait qu'il faut aller au maximum vers la décentralisation de la fixation des règles du droit du travail au niveau des entreprises? Est-ce que un certain nombre d'entreprises, notamment les PME, TPE, ne réclament pas quand même, au nom d'une saine concurrence loyale, un rôle important confié aux branches? Ça, c'est sur les branches. Et puis la deuxième question, s'agissant du compte pénibilité, que faites-vous des 800 000 salariés qui ont déjà acquis des points sur le compte pénibilité? Oui, sur le compte pénibilité, c'est le problème, si vous voulez, c'est que plus on va avancer, plus ça va être infernal. Le problème, c'est qu'on va dans le mur gentiment, mais sûrement. Donc plus les jours s'égrènent, et plus on va dans le mur, mais à grande vitesse. On ne sait pas appliquer ce dispositif. Donc, si vous voulez, on peut le crier, on va le mettre dans toutes les langues et sur tous les frontons. Donc, on attend une mesure de réforme. Donc, en effet, alors ensuite que des points, des droits soient acquis, on peut les transformer en compte formation, on peut ensuite se débrouiller pour faire que ces points ne soient pas perdus, bien évidemment. Mais encore une fois, plus les semaines passent sur ce dispositif, plus on va collectivement dans le mur. Mais vraiment. Donc c'est pour ça que je pousse un cri d'alarme, il faut régler ce problème-là le plus vite possible, qu'on sache où.
Et vous avez une anxiété des entreprises qui sont confrontées à une loi qu'ils ne savent pas appliquer. Donc, réglons ce problème-là et faisons-le le plus vite possible. Encore une fois, on ne veut pas sa suppression, on veut sa refondation. Sur les histoires d'entreprises, oui, quand vous avez des petites entreprises, il est plus confortable, et je le comprends parfaitement, d'avoir une branche qui prenne en main, en charge vos problèmes d'organisation. C'est ce que j'ai dit, je pense qu'on peut régler par exception sur des domaines. Mais après, au fur et à mesure que vous allez augmenter, et que vous allez augmenter votre effectif, et c'est bien le cas, nous souhaitons que nos TPE se transforment en PME, se transforment en TPE, se transforment en grands groupes. L'un des problèmes de la France, c'est que tout le monde est tétanisé pour grandir en France depuis des années. Tétanisé. Alors par les seuils sociaux de 9 ou 49, tétanisé par la fiscalité, tétanisé par la complexité. Donc, si vous voulez, il faut que l'ambition, c'est que les entreprises grandissent, fassent de la croissance. Qu'au départ, en effet, nos TPE-PME aient des accords de branche qui leur permettent de se développer sans trop de complexité, bravo, formidable, oui, je suis tout à fait d'accord, mais que très vite, si elles exportent, si elles ont besoin de choses particulières, qu'elles puissent le faire dans l'entreprise avec leurs salariés. Voilà ma double réponse. Il faut donner la flexibilité, l'agilité aux entreprises de prendre des affaires, de prendre de la croissance et de former leurs salariés au maximum. Je voudrais rajouter un point, si vous voulez, qui est toujours un point un peu d'incompréhension en France, notamment lors des débats El Khomri. Ce qui est le fait qu'on veut en effet plus de flexibilité, d'agilité dans notre entreprise, et on nous dit « Ah mais vous allez licencier tout le monde ». D'abord, non, on ne va pas licencier tout le monde. C'est notre bien le plus précieux, les hommes et les femmes. On les forme, on veut qu'ils restent avec nous. Il y a parfois des moments d'adaptation, certes, où il faut s'adapter. Ensuite, quand je vois les pays européens qui nous entourent, bon, à part l'Espagne et l'Italie, qui sont dans une situation un peu plus compliquée que nous en termes de chômage, vous regardez l'Angleterre, la Flandre, Belgique, Hollande, Danemark, Allemagne, ils sont tous entre 4 et 6% de chômage. 7% pour la Belgique. Avec deux Belgiques d'ailleurs, la Wallonie et la Flandre, ils sont à 4 à 5% de chômage. Qu'est-ce qu'ils me disent? Je les ai vus la semaine dernière, tous ces gens-là. Ils me disent, mais nous, en plein emploi, c'est très compliqué pour nous patrons, parce que, on ne trouve pas les ressources pour continuer notre croissance, donc on surpaye les gens à l'extérieur, et deuxièmement, nos salariés sont très exigeants, parce qu'ils savent qu'ils peuvent trouver facilement du boulot. Donc on est obligé de faire des efforts considérables pour les garder motivés, etc. Donc ce que je suis en train de dire, c'est que le plein emploi est un inversement du rapport de force. Et donc ça, il faut le comprendre, c'est que le plein emploi, c'est excellemment, c'est très très bon, c'est excellent pour nos collaborateurs, nos salariés. Et ça suscite en effet de la compétition, c'est une saine compétition, et c'est au chef d'entreprise de garder, de motiver, de former, etc. Donc en effet, ne pas vouloir aller au plein emploi en France, comme on le voit dans certaines réticences, eh bien, c'est complètement idiot. Excusez-moi, j'ai terminé ma remarque sur le sujet. Oui, madame. Bonjour, Karin Finkenzeller de l'hebdomadaire allemand Wirtschaftswoche. Là, c'est peut-être déjà un point de départ, une des réponses pour ma question que je voulais poser, parce que justement, la loi électorale en France veut qu'avec moins d'un quart des votes des électeurs inscrits, on peut quand même avoir presque 2/3 des sièges au Parlement. Et donc, la question de légitimité va peut-être bientôt se poser dans la rue dans le cadre des négociations sur la loi de travail. Donc, qu'est-ce que vous, le MEDEF, vous, Monsieur Gattaz, vous, les entrepreneurs, qu'est-ce que vous pouvez faire pour appuyer ce gouvernement, ce président, ce Parlement? Alors, je voudrais quand même faire une remarque, c'est que Emmanuel Macron a quand même été au deuxième tour élu avec 66% des voix, 2/3 des voix quand même, et que là, nous avons vu... oui, mais ça aurait pu... C'est très peu. C'est très peu, mais ça aurait pu être beaucoup. Vous savez qu'il y a eu des scénarios où il était à 50 ou 55%, donc on est quand même content qu'il soit à 66%, donc c'est quand même la première chose. Deuxième chose, je voudrais dire que les observateurs internationaux que j'ai vus depuis l'élection d'Emmanuel Macron me disent « Ouf, oh la France, tant mieux, bravo, formidable ce que vous avez fait ». Parce qu'après le Brexit, après l'élection de M. Trump, on était sûr que vous auriez élu Mme Le Pen. Eh ben non, on ne l'a pas fait. Donc si vous voulez, c'est qu'un signe d'espoir et je trouve que c'est un signe tout à fait intéressant, enthousiasmant. Troisièmement, ce que je vois, c'est que vous avez une dynamique positive autour d'Emmanuel Macron qui
n'a pas tellement fait de faux pas pour l'instant, je ne lui en souhaite pas, mais qui a permis aussi d'avoir une majorité comme que vous connaissez, puisque personne ne pariait sur 400 à 440 postes ou députés à la fin de la semaine. Donc là encore, il brise tous les scénarios les plus optimistes. Donc voilà, moi je pense que si vous voulez, on peut toujours expliquer que oui, il y a que 50% des électeurs, que ceci, que cela. Oui, on peut toujours tout expliquer que c'est pas bien. Moi, je pense que c'est très bien. Enfin, c'est très bien dans le sens qu'il a cette conjoncture, cette conjonction de planètes dont il faut profiter. C'est inimaginable. Tout est ouvert aujourd'hui. Voilà. Donc il faut faire les réformes. Donc c'est ça qui est important. Et je crois que quand je me promène là encore en France, en Belgique et à l'étranger depuis quelques semaines, je vois cet élan d'espoir. Il suscite l'espoir. Ben voilà, l'espoir des réformes. C'est l'espoir des réformes qui suscite. Donc il faut y aller. Alors après, nous, le rôle du MEDEF dans tout ça, si vous voulez, le rôle du MEDEF, c'est d'expliquer inlassablement, et on le voit pas beaucoup dans les journaux d'ailleurs, malheureusement, c'est que nous, l'économie française, c'est pas une économie anglo-saxonne qu'on veut. C'est une économie d'excellence, c'est une économie d'exigence, c'est une économie d'exportation, bien sûr, le plus possible, mais profondément humaine, je le rappelle, et profondément respectueuse de l'environnement. C'est une trilogie. Nous ne sommes pas des ultralibéraux. Nous voulons en effet, par rapport à la France, la culture française, ce que nous avons vécu les dernières années, la politique que nous voyons, des gens qui ne comprennent pas bien comment ça se passe, qui sont angoissés, ces bassins d'emploi qu'il faut revitaliser absolument. Eh bien, je pense que c'est ce lien entre cette économie d'excellence, d'exigence, parce qu'on est dans un monde international de compétition, d'agilité, de rapidité, mais en faisant attention à nos hommes et nos femmes, en les formant tout le temps, en les formant pour l'entreprise, en les formant pour eux, en les formant pour leur futur métier. Et puis, bien sûr, respectueuse dans l'environnement. Voilà cette trilogie sur laquelle nous nous battons. Et nous passons à l'action, puisque nous détestons être que des diseurs, nous sommes des faiseurs. Les faiseurs, c'est quoi? C'est-à-dire essayer de montrer par l'exemple. Vous voyez, donc, je reviens sur ces déterminés, les entrepreneurs de quartier. Eh bien, ce n'était pas évident que le MEDEF s'intéresse aux jeunes de quartier qui sont en difficulté, et bien, qui sont venus nous voir et qui veulent être formés à l'entrepreneuriat. Eh bien, nous avons dit, on va vous former à l'entrepreneuriat. Donc, on en est à la 5e ou 6e promotion. Ça va continuer. On espère en avoir une dizaine à la fin de l'année, peut-être une centaine dans 2-3 ans. Et donc, c'est une contribution positive de terrain par l'action. Et la démonstration par l'action, c'est beaucoup mieux que la démonstration par le dialogue. Donc, je vous le dis parce qu'on peut accompagner, et nous sommes très fanats du droit à l'expérimentation, dont Monsieur le ministre Darmanin nous a parlé, qui est dans le programme d'Emmanuel Macron. Je pense que c'est très important, ce droit à l'expérimentation. Dans tous les domaines, dans le domaine social, dans le domaine de l'entrepreneuriat, de l'innovation, du numérique, on expérimente. Puis après, on regarde, on mesure. Par contre, il faut évaluer, il faut mesurer. 1 an, 2 ans. Par exemple, les CDI chantier. Tiens, les CDI chantier, c'est demandé par toutes les entreprises, on en a de beaucoup. Est-ce qu'on ne pourrait pas expérimenter? Oui, moi je pense qu'il faut pousser à des expérimentations pour voir est-ce que ça crée plus de désordre, est-ce que les salariés sont heureux, Et en plus, je vais vous dire, les jeunes générations raisonnent totalement différemment de nous. On pense qu'ils veulent tous un CDI. Eh bien, je vais vous dire, non. Il y a un pourcentage non négligeable aujourd'hui de jeunes qui ne veulent pas de CDI. Ils veulent en effet des missions, ils veulent des projets, ils veulent des chantiers, ils veulent autre chose. Alors pas tous. Mais donc tout ça, c'est un monde qui bouge, c'est un monde de jeunesse, c'est un monde... Nos jeunes Français veulent être à 60% entrepreneurs. Vous vous rendez compte? Il y a 20 ans, ils voulaient tous être fonctionnaires. Et ça, c'est révolutionnaire en France. Donc la France bouge. La France est là, elle bouge, et bien il faut s'adapter. Et nous allons essayer au MEDEF d'aider à cette mutation de la France en essayant de régler en effet les problèmes les plus cruciaux. Et je reviens à ces fameux bassins d'emploi français qui sont terribles et qu'il faut regarder, non seulement regarder, mais expérimenter des choses dans ces bassins d'emploi. Bonjour. Bonjour. 2 questions. Une, je reviens à nouveau sur les branches, mais la CPME et l'UDP ont une position différente de vous quand vous comptez les concilier. Est-ce que cette divergence vous gêne? Sur quel sujet? Sur les branches, en fait, parce qu'eux, ils veulent un accord de branche plus solide. Et ensuite, deuxième question, sur ces zones cimes dans les territoires, vous en voyez combien? C'est 10, c'est 100, 200? Sur la différence entre UDP et CPME, moi je ne vois pas beaucoup de différence actuellement, en tout cas dans les déclarations des uns et des autres, à part peut-être en effet sur les branches. Parce que sur le reste, on est quand même très très alignés. Tant mieux sur la rapidité, l'agilité, l'adaptation, sur la simplification de tous les lois, sur le problème de la pénibilité, sur le problème du prélèvement à la source, dont on n'a pas parlé, mais qui est aussi une galère à venir. En effet, sur les branches,
Moi, je pense que on n'est pas loin de, non, on n'est pas antagonique, on n'est pas antinomique, on n'est pas. Je pense qu'on est tout à fait alignés, sauf que c'est ce que j'ai dit, c'est que les branches doivent protéger les plus petits, doivent être le cadre de développement et d'adaptation des plus petits pour qu'ils grandissent. Donc lorsqu'ils sont trop petits et lorsqu'on est trop petit, il est clair qu'on a une branche qui nous permet de dire voilà ce que vous pouvez faire sur l'organisation du travail, sur les minima, etc. Donc je ne vois pas de problème. Je vois pas de problème du tout. Et sur les zones cibles, écoutez, on n'a pas fait on est en train de faire l'évaluation des bassins d'emploi à revitaliser. Moi, j'estimerais, mais c'est vraiment une estimation personnelle, à une 50aine de bassins d'emploi sur toute la France. Il y en a peut-être plus. Est-ce qu'il y en a un par département? Peut-être. Ça ferait 100, entre 50 et 100. Mais avec une forte concentration quand même sur le nord et nord-est du pays. Donc les anciens bassins miniers, sidérurgiques, où là en effet il y a un gros travail à faire. Et puis sur certains endroits du reste de la France, le sud-ouest un peu. Bon, on est en train de répertorier tout ça. Et là encore, il faut trouver toutes les idées. Dans les idées que je n'ai pas listées tout à l'heure, vous avez aussi des... Alors c'est peut-être un peu farfelu, mais le tourisme fait partie, je dirais, de l'attractivité de la France. Pays béni des dieux, le climat, l'histoire, la culture, la géographie, les paysages. Et je pense que d'avoir aussi de susciter des parcs d'attractions du type le Puy du Fou ou le Futuroscope ou un certain nombre de choses permettrait aussi de revitaliser un certain nombre de... alors pas les 50 ou pas les 100, bien sûr, ça ne suffirait pas, mais je dis juste qu'il faut être large dans les réflexions, dans les idées pour remettre de l'emploi en France dans ces bassins-là. Oui, madame. Bonjour, Catherine Bonjour. Boelker pour l'AEF. Comment est-ce que vous réagissez aux déclarations récentes du Premier ministre et de la ministre du Travail, comme quoi on ne toucherait pas aux règles du contrat de travail? Est-ce que c'est réellement le cas et quelles sont vos demandes en la matière par rapport à la séquence actuellement de concertation sur le Code du travail? Sur le contrat de travail, je pense qu'il faut tenter ces contrats dont j'ai parlé tout à l'heure. Ce sont ces CDI chantiers, CDI mission, CDI projets qui existent dans certaines branches, comme le bâtiment d'ailleurs, et qu'on pourrait généraliser sous forme d'expérimentation. Voilà, et puis de voir ce que ça donne. Mais voilà ce que je peux vous dire. Je n'ai pas d'autre chose à rajouter sur le contrat de travail, à part qu'il faut que, là encore, qu'on simplifie et que... Mais bon, les discussions sont en cours actuellement sur ces sujets-là. Et surtout, ne pas taxer les CDD. Oui, madame. Il y a un micro qui arrive peut-être, je ne sais pas si... Je travaille pour le quotidien de l'information. Que pensez-vous de la réforme de l'information qui est annoncée, avec une mise en cause quand même du paritarisme autour des OBCA? Qu'est-ce que vous allez vous proposer en fait par rapport à cette réforme? Et deuxième question, en termes de calendrier, vous disiez tout à l'heure que le calendrier était plutôt intéressant entre justement cette réforme autour du travail et ensuite de la formation. Est-ce que vous pensez que du coup, cette réforme de la formation va quand même va pouvoir être aussi puissante et forte que le gouvernement, en tout cas, voudrait qu'elle soit? Oui, la formation, c'est une des priorités du pays aussi, parce que pour baisser le niveau de chômage, il faut donner de l'emploi à nos compatriotes. Ça passe par de la formation inévitablement, de la formation des jeunes. Ça passe donc par booster l'apprentissage. Moi, si vous voulez, ça fait partie de nos combats au MEDEF depuis 4 ans, très fort. Nous avons que 300 à 400 000 apprentis en France, vous le savez, 1,2 million en Allemagne. Donc l'apprentissage fait partie des grandes priorités. Réhabiliter les métiers de l'apprentissage, faire que ce soit plus simple pour les entreprises,
de prendre des apprentis et de les former. Ça coûte cher un apprenti malgré tout parce qu'il faut un coach. Donc on pense toujours que c'est juste le salaire de la personne. Non, c'est le salaire plus le coach qui apprend. Donc il y a quand même toute la partie formation, intégration qu'il faut faire. Ensuite, il y a 32 milliards au total de formation, dépenses de formation en France. Le paritarisme ne gère que 5 à 6 milliards, je crois. Et donc, ça fait pas beaucoup. Le reste est géré par l'administration, la fonction publique, les grands groupes. Ceci étant dit, je pense que nous sommes toujours prêts à réformer les systèmes et le paritarisme au MEDEF. Je suis un peu révolutionnaire en vous disant ça, mais si on demande la réforme de l'État, la réforme de la fonction publique, la réduction du millefeuille territorial, nous sommes prêts et nous voulons continuer de faire la réforme du paritarisme et de faire le tri entre ce que nous devons impérativement gérer, parce que ça nous paraît normal de gérer, notamment en gestion paritaire, la formation. Je dirais, s'il y a une fonction qui doit rester, c'est celle-ci. Parce que ça concerne nos salariés, et en effet, que les partenaires sociaux s'intéressent à cette formation, encore une fois, permanente, car nous serions dans un monde stable. On forme des régleurs, des dessinateurs, etc. pour les 50 prochaines années, c'est une chose. Mais les former dans un monde qui va se numériser, vous voyez bien que même un dessinateur ou un régleur ou un banquier va changer de métier. Donc il y a une obligation de comprendre ces mutations, de les comprendre par les partenaires sociaux. Qu'est-ce qui va nous arriver dans 2, 3, 4, 5 ans, 10 ans? Alors 2, 3 ans, c'est déjà pas mal. Et comment ces métiers vont évoluer? Et comment on fait que les entreprises puissent aider à cette mutation, ainsi que les CFA et l'éducation nationale. Donc moi je pense que le point de départ, c'est nous sommes dans un monde de mutation qui va entraîner des métiers qui vont évoluer tout le temps, et donc rôle extraordinaire de nous remettre autour de la table constamment pour savoir comment on peut faire mieux avec moins. Et en effet, le système paritaire, sur la formation, je pense qu'on peut encore l'améliorer. On a fait une belle réforme il y a 2-3 ans qui permet d'éviter en effet une sorte d'imposition systématique des entreprises et de donner la possibilité aux entreprises d'investir. Il y a des résultats assez intéressants. Il faut aller plus loin, encore plus loin. Donc voilà ce que je pense. Ensuite, si vous voulez, sur la formation, ce qui me paraît essentiel, c'est que les entreprises soient mêlées aux métiers, d'abord aux besoins. C'est nous qui avons des besoins, voilà. Et deuxièmement, au parcours de formation des métiers. C'est vrai pour les lycées professionnels d'une part, et c'est vrai pour les CFA d'autre part. Donc plus on sera en co-responsabilité avec l'éducation nationale sur les lycées pro et avec les bassins d'emploi sur les CFA, et mieux on se portera. Ensuite, en effet, on a de plus en plus de relations avec l'enseignement supérieur, les universités, les écoles d'ingénieurs, etc. Ça, c'est très bien. On fait des délégations export ensemble, on a des réunions ensemble, et ça, c'est très, très bien. Parce que plus on sera ensemble, plus on pourra fabriquer des écosystèmes d'innovation, de progrès, de recherche et d'entrepreneuriat, comme à Lausanne, comme au Technion, comme dans la Silicon Valley. Donc les rapprochements avec l'enseignement supérieur est en cours, on peut aller beaucoup plus loin. Et puis enfin, en effet, il faut que sur l'éducation, école primaire, collège et lycée, là aussi, on aimerait, et ça se passe, ça commence, à avoir beaucoup plus de relations pour expliquer l'entreprise, les métiers d'aujourd'hui, les métiers de demain, aux professeurs, aux élèves. Et donc, on pousse beaucoup d'initiatives, là encore, d'actions concrètes, comme classe en entreprise, que je fais moi-même à Radial depuis 7-8 ans. On prend une classe pendant 3 jours, on les immerge dans l'entreprise, ils font des cours dans l'entreprise de maths, de français, et ils vont à la rencontre des salariés toutes les 2 heures. Et donc, au bout de 3 jours, eh bien, les profs découvrent l'univers des métiers, des salariés, de l'entreprise, je trouve ça formidable. Les élèves découvrent 10, 15, 20 métiers. Et nos salariés sont parfaitement heureux et fiers de montrer leur métier, montrer ce qu'ils font dans l'entreprise. Donc ça fait partie des choses qu'on peut aussi accélérer et que nous essayons d'accélérer au niveau du MEDEF. Après, le paritarisme, il faut continuer de l'améliorer, fondamentalement, de donner beaucoup de transparence à tout ce que nous gérons. Et moi, encore une fois, au niveau du MEDEF, j'ai poussé, et je continue de pousser, le fait que... vous savez qu'on vit encore de fonds de la formation professionnelle qui a été transformé en IGFPN, en AGFPN, qui est donc ce fonds 0,016% de la masse salariale consacré au paritarisme. Moi, je suis pour aller plus loin. C'est-à-dire qu'en fait, on devrait
ne fonctionner qu'avec les rémunérations de nos clients. C'est vrai côté patronal et c'est vrai côté syndical. Un salarié doit pouvoir dire je mets de l'argent à la CGT ou chez Force ouvrière et c'est un acte volontaire. Et pareil pour nous, les entreprises, il faut que les petites entreprises ou les moyennes, les grandes disent ben moi je veux plutôt mettre de l'argent à la CPME ou au MEDEF, etc. Qui permettrait d'avoir des vrais syndicalismes de services, de clients et non pas de récupérer des fonds qui sont, comme on le sait, peut-être un peu mieux gérés actuellement avec la transparence qu'il y a, mais malgré tout, il y a encore des tas de poches, je dirais, où il faut clarifier tout ça. Donc il faut le faire, et il faut le faire peut-être dans les 5 prochaines années, dans les 10 prochaines années. Mais la transparence me paraît essentielle, la bonne gestion me paraît essentielle, et surtout que ceux pour qui nous vivons, ceux que nous représentons, payent pour nous, et non pas qu'on récupère des fonds qui sont prélevés, et qui arrosent beaucoup de gens et qui reviennent parfois beaucoup affaiblis. Ça prend un peu de temps, ça, mais il faut au moins annoncer l'objectif. Donc nous allons affirmer cet objectif-là au fur et à mesure que les mois vont venir, de telle façon à ce que les gens ne soient pas surpris de dire on ne va pas faire ça en 3 mois, c'est pas possible. J'aurai d'ailleurs beaucoup de fédérations qui vont me dire oh là, où est-ce que tu vas, Pierre? Non, ça se fait avec une vision, avec un objectif partagé à 5 ans, à 10 ans. Mais si vous avez l'objectif, après, tout peut se dérouler et tout peut s'organiser calmement dans la sérénité. Oui, Jean-Louis Berger-Bord de Radio RCF. Thématique paritarisme, je suis là. Thématique paritarisme, la France n'est pas connue pour son record de taux de syndicalisation. Est-ce que, pour reprendre une proposition du nouveau président dans son bouquin Révolution, vous seriez favorable à une forme de chèque syndical, abondé bien sûr par les entreprises? Alors, c'est une solution, mais elle a été utilisée par AXA. Elle n'a pas été généralisée, curieusement. Donc, ça veut dire que je pense que dans certaines entreprises, ça peut fonctionner, mais dans d'autres, pas forcément. Je pense beaucoup aux plus petites entreprises. Si je leur dis, on va en plus mettre un chèque syndical et vous serez obligé d'abonder et de payer, j'ai déjà testé, ça ne marche pas. Donc, le chèque syndical, notamment pour les plus petites entreprises, brutalement comme ça, non, on l'oublie. Alors après, que ça se substitue à terme sur le 0,16% de la masse salariale, pourquoi pas, de façon volontaire. Mais encore une fois, je pense qu'il ne faut pas évacuer ce sujet, même si on pense que ce n'est pas la meilleure solution. Nous, on est prêts à en discuter pour, en effet, relégitimiser les syndicats, qu'ils soient patronaux ou qu'ils soient salariés. De telle façon à ce qu'en effet, plus de salariés disent je vais me faire représenter par... et je vais payer ou je vais voter pour eux. Le pire, c'est en effet des gens qui sont désignés dans les entreprises pour faire des négociations. Alors ça, c'est terrible. Non, il faut que ce soit les salariés eux-mêmes qui désignent, qui élisent et éventuellement qui payent. Donc ça, c'est l'objectif. Ce qui se passe dans certains pays. Donc nous sommes là encore en train de travailler sur ces réflexions profondes sans vous donner une solution particulière. Chèque syndical n'est pas... je dirais, n'est pas du tout populaire au sein des PME, TPE dans l'état actuel des choses. Du coup, vous allez continuer à siéger à la GFPN. Enfin, comment ça va se passer? Quand est-ce que vous allez mettre ce sujet sur la table? Oui, je crois que si vous voulez, il faut chaque chose en son temps. Là, nous sommes sur des sujets très importants sur la réforme du marché du travail. Donc je pense que déjà, nous allons passer la montagne de l'été. Nous allons faire toutes ces réunions importantes de concertation, de discussion, de débat. Ensuite, si vous voulez, ce sera la formation et assurance chômage à l'automne. Et puis ensuite, tel que je l'ai compris, il y aura tout le bloc retraite sur la 2018. Donc on va peut-être laisser passer toute cette séquence-là d'ici à la fin de l'année pour pouvoir, nous, mûrir nos réflexions. L'idée, si vous voulez, c'est de les mûrir et de les mûrir aussi avec les partenaires sociaux. C'est pas d'arriver avec une proposition dont on n'a jamais parlé. Je pense qu'il y a un vrai problème de financement et de représentativité, c'est vrai, qu'il faut améliorer des deux côtés. Des deux côtés. C'est pas syndicat et puis nous, patrons, on fait rien, on touche à rien. Non, au contraire, je pense qu'il faut qu'on bouge, nous. Justement, il faut qu'on bouge pour montrer l'exemple. Quand je me suis fait élire au MEDEF, j'ai dit je ne ferai qu'un seul mandat. Voilà, et j'ai changé les statuts pour faire qu'un seul mandat. Bon, c'est juste pour vous dire qu'il faut parfois se dire on fait des choses
qu'il faut et qui permettent d'être un exemple. Voilà. J'espère que d'autres suivront d'ailleurs, plutôt que d'avoir des gens qui restent de 3 mandats, 4 mandats, 5 mandats, 6 mandats. Bon, non, il faut montrer l'exemple. Donc nous sommes prêts à faire des réflexions internes, nous avons commencé, mais les partager et puis ensuite dire qu'est-ce qu'on fait ensemble concrètement. Donc on ne passera pas en force, c'est pas l'idée. Voilà, merci beaucoup, bonne journée, au revoir.